Donc, juste pour être sûre, dans le fond, ça se peut que j'utilise le terme mème en français ou le terme meme qui provient de l'anglais, en fait, parce que le concept est originaire de l'anglais, il a été traduit. Et donc, ce sont, juste pour mettre tout le monde un peu sur le même pied d'égalité, ce sont ces petites images, petites vidéos qui sont publiées et repris beaucoup sur Internet. D'ailleurs, ce matin, Laurent Turcot parlait exactement de meme à l'émission de Pénélope à Radio-Canada. Donc, si vous voulez reprendre le segment, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc, comment j'en suis arrivée à déterminer ce sujet-là? Mais en fait, c'est que je suis énormément de pages, justement, en lien avec la muséologie, que ce soit vraiment des pages de musées ou d'associations de muséologues. Et une fois de temps en temps, je voyais passer sur mes réseaux sociaux un meme à saveur muséologique que je trouvais parfois assez drôle. Donc, j'ai essayé quand j'ai commencé ma recherche active, de prendre un bassin et de voir ce qui se faisait. Et j'ai décidé finalement de me pencher et d'étudier plus précisément vraiment les musées qui utilisent les mimes pour communiquer avec leur public. Donc, j'en suis venue à la problématique qui va comme suit. Comment les musées peuvent-ils créer du contenu original s'inscrivant dans la tendance des mèmes Internet et l'intégrer dans leurs publications quotidiennes pour atteindre leurs objectifs sur les réseaux sociaux? Donc, par objectifs sur les réseaux sociaux, j'entends vraiment des grands objectifs que les musées ont de tout temps, en fait, pas juste sur les réseaux sociaux, mais disons d'établir le contact avec le public, de transmettre de l'information, de mettre les collections en valeur, donc des grands objectifs très larges. Et pour choisir mes 3 cas que vous voyez au bas de l'écran, en fait, c'est vraiment 2 critères qui m'intéressaient. L'idée de créer du contenu original, donc ne pas reprendre du contenu d'Internet, mais vraiment le créer soi-même, et l'idée de le publier au quotidien. Donc, pas juste quand il y a un événement fort, par exemple, le fameux Bernie qu'on a vu tant dans les 2 dernières semaines, mais vraiment l'idée que quotidiennement, on utilise le mime. Donc, ma méthodologie se divisait en 3 méthodologies, en fait. Bon, premièrement, un cadre théorique, évidemment. Après, j'ai fait de l'observation en ligne, donc beaucoup de l'analyse d'images dans le cas de mime, mais aussi justement d'aller grappiller différents phénomènes qui sont visibles en ligne. Et finalement, j'ai voulu faire des entretiens. Mon but était de faire un entretien par institution. Malheureusement, la COVID est arrivée. Alors, j'ai fait une entrevue à Ottawa le 10 mars dernier et puis après, silence radio, personne ne m'a répondu. Donc, voilà, j'ai quand même pu rencontrer Grant Vogel du Byton Museum à Ottawa. Donc, voilà. Donc, pour mon cadre théorique, ben, encore une fois, il a fallu que je le divise en deux, c'est-à-dire un cadre théorique vraiment juste sur les mèmes et un cadre théorique sur les musées et les réseaux sociaux. Donc, dans le cas des mèmes, eh bien, je vous apprends peut-être quelque chose, mais ça n'a pas été créé avec l'Internet, mais bien en 1976 par un biologiste qui s'appelle Richard Dawkins. Donc, ça peut être un peu inattendu. En fait, lui, ce qu'il cherchait à faire, c'est de trouver un équivalent de, pour la culture à ce que les gènes sont à la biologie. Donc, lui, en tant que biologiste, étudiait comment les gènes étaient transmis, mais il voulait aussi voir comment les idées et comment la culture étaient transmises par imitation et appropriation. Et le mot mime ou le mot parce que lui, bien entendu, a développé le concept en anglais, mais en français, le mot même, c'est très normal que ça ressemble au mot même en français parce que, en fait, c'est la même racine, c'est la même racine. C'est vraiment ça, c'est l'idée d'imiter. Donc, tout ça, justement, fait partie beaucoup, en fait, fortement évolué avec l'arrivée du Web 2.0 où c'est un milieu propice que tout le monde peut reprendre un contenu, le modifier et le remettre en circulation. Et tout ça s'inscrit dans la culture participative et la culture du remix qui ont été justement des concepts un peu plus étudiés. Et puis, une autre chose que j'ai trouvé justement en faisant mon cadre théorique sur les mèmes, c'est que pour être en mesure de lire les mèmes et de les apprécier, ça prend une certaine connaissance des codes. Et non seulement, oui, pour le lire et l'apprécier, mais aussi si on veut en recréer à notre tour, ben, il faut savoir comment on peut détourner l'image originale pour apporter quelque chose, pour le remettre et pour faire une petite différence, en fait, entre ce qu'on pourrait dire un contenu viral et un contenu mémétique. Un contenu viral, ça va être un seul contenu qui va être publié de nombreuses fois, tandis que pour devenir un mème, il y a vraiment cette idée-là de changer quelque chose. Donc, être pris, oui, mais être pris différemment dans d'autres contextes.
Pour mon cadre théorique par rapport aux musées et aux réseaux sociaux, je vais passer très rapidement pour vous dire que bon, les musées sont sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années max et que tout ce qui est écrit est assez vite passé date. Donc, et il n'y a pas tant de choses d'écrites non plus à ce sujet-là. Donc, voilà. Je suis allée un peu grappiller ailleurs, c'est-à-dire bon, dans l'idée de communication, dans l'idée de médiation culturelle, vu que aussi la communication sur les réseaux sociaux est un peu à l'intersection de plusieurs pratiques. Pour en arriver à faire mon analyse, et c'est là que ça devient intéressant, dans le fond, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est un relevé des pratiques. Donc, à ce moment-là, vraiment faire de l'observation en ligne, ça a été très intéressant pour voir qu'est-ce qui se faisait, dans quel contexte et tout. Puis, j'ai essayé avec, bon, ma seule entrevue finalement, d'avoir un peu plus l'autre côté de la médaille, de dire à l'intérieur de l'équipe comment ça se fonctionne. C'est ça. Après, dans un deuxième temps, j'ai essayé de faire une typologie, donc prendre de tous ces mimes-là que j'ai pu observer sur les trois, dans le fond, dans les trois institutions. J'ai observé leur Facebook, leur Instagram et leur Twitter, de dire, OK, ces mimes-là, est-ce que je peux les catégoriser? Est-ce qu'il y a des grands buts pour en revenir à mes objectifs de ma problématique? Est-ce qu'il y a des grands objectifs à ces mimes-là? Et finalement, essayer d'identifier les limites. Donc, dans le relevé des pratiques, je voulais d'une part voir comment tout ça avait commencé, comment les institutions avaient été amenées à créer des mimes, mais aussi voir qu'est-ce qui relève du mime ou qu'est-ce qui relève du musée dans chacune de leurs publications. Donc, par exemple, est-ce qu'ils prennent des photos qui leur appartiennent à eux ou est-ce qu'ils prennent des photos de l'Internet? Est-ce que le message, justement, c'est un message qu'on voit copier partout? Est-ce que c'est un message bien personnel à eux? Donc, ça a été une première chose que j'ai voulu observer. Et après, vraiment, institution par institution, par exemple, le Byton, bon, eux, ils font des mèmes depuis 2015 avec la création de leur Instagram, justement, l'idée d'avoir des images, mais de pouvoir les détourner ou, disons, amener quelque chose d'un peu plus. C'est ce qui leur a poussé, c'est ce qui les a poussés à faire des mimes. Et encore aujourd'hui, c'est encore principalement sur leur Instagram que ça se passe, bien que de temps en temps, il y en ait sur leur Facebook, sur leur Twitter. Et Grant, avec qui j'ai discuté, dans le fond, lui, il est le seul à travailler là-dessus, donc c'est lui qui fait tout. Pour le Royal Ontario Museum ou le ROM, aussi, ça a débuté en 2015, mais à l'époque, c'était un projet d'un mois seulement, un projet 100% participatif. Pendant un mois, à tous les lundis, ils mettaient des photos de leur collection sur les réseaux sociaux et ils invitaient les gens à faire des mimes avec et à le republier avec un certain hashtag. Donc, ça a vraiment été apprécié. Il y a beaucoup de gens du public qui ont joué le jeu et qui ont publié des mimes comme ça. Mais ça a pris un certain moment avant que le ROM lui-même commence à faire ses mimes et à les mettre en ligne. Encore aujourd'hui, c'est sur Instagram que ça se passe principalement. Au moment où j'avais fait un relevé de leurs 100 dernières publications, sur les 100, il y en avait environ 30-35 que c'était des mimes. Donc vraiment, une bonne proportion de leur Instagram était consacrée aux mimes. Finalement, Bibliothèque et Archives Canada, qui n'est pas tout à fait un musée, mais qui possède aussi une collection qu'il veut mettre en valeur, disons. Eux, ça a débuté en 2016 à l'occasion d'un poisson d'avril et eux, en fait, ont un album photo sur leur page Facebook qui s'appelle Mime ou Mème, parce qu'ils ont aussi une page en français et une page en anglais, vu que c'est national. Euh, et cette photo-là du poisson d'avril est dans cet album-là. Moi, personnellement, je ne considérais pas que cette photo-là est un mime parce que c'est une blague visuelle, mais ce n'est pas nécessairement un mime parce que ça ne reprend pas nécessairement d'autres éléments de mime. Donc, Bibliothèque Archives Canada, des fois, d'un mime à l'autre, c'est assez inégal. Des fois, ils font juste prendre une de leurs images puis mettre un peu un texte avec une certaine police, la police Impact, qui est repris dans pas mal tous les mimes, et ils disent OK, ça c'est un mime, on le met dans l'album mime, alors que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et eux, justement, c'est sur Facebook que ça se passe. Ils n'ont aucun mime sur Instagram, donc comparé aux deux autres institutions, c'est aussi une particularité. J'en arrive à ma typologie. J'ai établi 5 catégories, justement, dans lesquelles les mimes peuvent se classer, mais un mime pourrait aussi faire partie de plus qu'une catégorie. Et je ne vous les énumère pas parce qu'on passe au moment intéressant où je vous montre enfin des mimes.
Donc, la première catégorie, en fait, c'est l'idée de mettre en valeur les collections via les mimes. Donc, un peu comme publier, dans le fond, ça revient à publier, tous les musées font ça, publier des photos de leur collection, mais là, on vient lui ajouter souvent un message qui est en lien avec l'univers mimétique, que ce soit justement, ici, c'est une réplique d'un film qui revient souvent un peu, ou justement des phrases un peu plus drôles. Et juste pour vous dire, ici, je vous ai laissé, dans le fond, j'ai pris une capture d'écran plus large pour qu'on puisse voir bon, qui l'a publié, à peu près le nombre de personnes qui a réagi, qui a liké, mais aussi voir sur quel réseau c'est, donc que ce soit Instagram ou Facebook dans le cas ici. La deuxième catégorie, ce serait l'idée de mettre en valeur un thème qui est cher au musée. Donc, dans le cas du Byton, bien, c'est l'histoire locale de Ottawa qui est repris avec justement cette photo du Earl of Dalhousie qui a, entre autres, creusé le canal Rideau, comme le mime le dit. Ou encore, dans le cas du Rhum, eux, la grande majorité de leurs mimes, c'est vraiment en lien avec leurs expositions temporaires. Donc, on voit le changement de sujet est assez, tu sais, on voit vraiment la période de chaque exposition. Et ici, c'était la peinture hollandaise, donc qui, euh, qui voilà, était l'exposition du moment. Donc, voilà. Et dans le cas justement de thèmes chers au musée, ben, c'est pratique si le musée ou l'institution n'a pas nécessairement une collection. Ça peut être juste le thème qui est mis en valeur via des mimes. Par la suite, il y a la promotion d'activités. Donc, que ce soit juste la promotion de l'horaire, de dire on est ouvert, on est fermé, on rouvre demain, on a eu un imprévu, peu importe. Ça peut être dit comme ça. Ou encore, vraiment, encore une fois, de la publicité par rapport aux expositions. Donc, ici, c'est un des seuls exemples de mimes en vidéo que j'ai pu trouver et c'est le ROM qui l'a fait. Je ne sais pas si vous connaissez la vidéo originale, mais en fait, c'est un, un, un- un mime assez connu, que c'est voilà, c'est Dimitri qui s'appelle. Et en fait, c'est un vidéo en russe. Et le mime vient du fait que ce vidéo-là va être sous-titré dans une langue qui n'est évidemment pas le russe. Dans le cas ici, c'était l'anglais. Donc, mais c'est clair que les sous-titres ne sont pas le texte original. Donc, la blague vient de là. Et là, dans le fond, la dame lui demandait est-ce que tu savais qu'il y a une nouvelle exposition au Rhum? Et au final, Dimitri se met à danser et est bien content qu'il y ait cette exposition-là au Rhum qui commence. Par la suite, il y a l'insertion dans l'actualité, qui est aussi une autre, en fait, qui est une pratique assez générale de médiation et une pratique aussi bien générale sur les réseaux sociaux, juste d'écrire Joyeux Noël ou bon, de réagir à quelque chose qui se passe dans l'actualité. Donc ici, on a un exemple avec Pâques qui revient bon, à chaque année. Et on fait une blague avec des ornithologistes qui sont au Rhum. Dans le fond, ils ont toute une grande collection de sciences naturelles. Donc, voilà. Et on a aussi quelque chose encore plus pile-poil d'actualité avec Gonna Tell My Kids This Was Tiger King. Donc, cette fameuse émission qui était si populaire en début de confinement. Et là, on revient aussi à mettre en valeur la collection parce qu'on met en valeur un objet de collection. Et le fameux meme de Bernie qu'on a tant vu, et bien sûr fait partie de cette insertion dans l'actualité. On veut faire partie du phénomène. Finalement, ma dernière catégorie, ce serait de mettre en avant les réalités muséales et je l'ai aussi formulé en anglais parce que je trouvais que Grant avait une belle formulation pour ça. C'est un peu les museum nerding about themselves. Donc, l'idée d'être un peu nerd et de parler un peu de notre réalité ou de choses bien, bien spécifiques au travail de muséologue ou au travail en musée. Ici, je vous en ai mis un exemple avec des photos qui sont tirées de la série Tchernobyl. Si vous avez écouté, ça fait référence à une scène de la fin. Mais on voit bien donc le pauvre travailleur de musée, le mandat du musée et toutes les tâches connexes qui s'ajoutent avec le budget qui fait un peu pitié. Mais j'ai aussi vu passer des choses, par exemple, c'était un peu des notions de conservation préventive,
par rapport à est-ce qu'il faut porter des gants ou pas. Donc, c'est ça, tout ça tourné un peu justement à la blague avec un peu de texte et une photo pour bien rendre ça dynamique. Et finalement, les limites à l'utilisation des mimes par les musées. Bon, tout d'abord, l'analyse de la réception. Ça c'est revenu aussi quand j'ai fait mon cadre théorique, comment évaluer notre présence sur les réseaux sociaux pour un musée. Heu, Évidemment, Grant me le disait, mais je pense que c'est pas un secret pour personne, c'est rare qu'il y a une très grande équipe destinée à la communication des musées pour pouvoir faire ce travail-là de vraiment prendre le temps de dire: «OK, telle publication a marché, pourquoi? C'est quoi les retombées?» Puis de toute façon, le point final, disons, de dire est-ce que cette personne-là s'est déplacée jusqu'au musée? Est-ce qu'elle est venue? Difficile à savoir. Deuxième point, l'incompréhension du public. Comme je le disais, encore une fois, la littératie, il faut connaître les codes pour comprendre le mime. Et bien là, il y a clairement des mimes, justement des gens du public qui ne comprennent pas nécessairement. Donc, il peut y avoir de la frustration par rapport à ça. Justement, donc, ça a été, j'en ai observé des fois dans les commentaires des gens qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas trop puis qui ne comprennent pas trop. 3, les droits d'auteur. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient en fait pour toute publication sur les réseaux sociaux. Les droits de reproduction, faut faire avec. Donc, j'ai vu très peu, par exemple, d'œuvres d'art contemporaines utilisées dans les mimes à cause, entre autres, de ça, évidemment. L'idée d'incorporer sa signature, ben, ça devient intéressant d'incorporer sa signature pour être sûr que ton contenu ne soit pas repris ailleurs sans nécessairement ton consentement ou sans que ce soit rattaché à toi ou que tu sois crédité. Donc, pour un musée, puis on le voit très bien justement en utilisant des objets de la collection, en mettant parfois un sceau, un tag de dire ça m'appartient, ou en mettant carrément le nom du musée dans la publication. Là, la signature du musée est bien incorporée. Et finalement, l'idée que certaines équipes muséales peuvent peut-être être rebutées parce que c'est une logique un peu contradictoire avec une communication classique muséale qu'on pourrait avoir, qui veut être un contenu plus liché et plus véridique, tandis que dans un meme, souvent, on va détourner un peu l'information en utilisant un peu de sarcasme, un peu d'ironie, et le fini visuel ne doit pas être trop beau. Donc, si on fait un montage photo, il faut que ça ait l'air un peu broche à foin. C'est fait très bancal et ça fait partie du look. Il faut que ça ressemble à ça. Donc, c'est un peu contradictoire, mais en fait, au final, c'est très complémentaire avec une communication, disons, plus classique de musée pour aller rejoindre peut-être un autre public. Donc, en conclusion, ben, qu'est-ce qui fait la particularité de cette pratique-là? C'est vraiment, je pense que ça provient de son unicité et de son audace, mais faut quand même prendre en compte que, bon, c'est pas justement pour tous les publics, c'est pas non plus pour tous les musées, parce qu'il faut vraiment que tu aies la ressource à l'intérieur de ton équipe pour être capable de faire ce contenu-là. Mais en conclusion, dans la conclusion de mon travail, en fait, j'ai soulevé d'autres perches, dont TikTok, qui est, disons, la nouvelle saveur. Et certains musées commencent à investir cette plateforme-là pour justement aller rejoindre, encore une fois, un public différent et mettre de l'avant peut-être une autre communication qui pourra être étudiée dans le futur.